J'ai écouté mes parents et donc j'ai pas du tout fait ce que j'aurais aimé faire, c'est-à-dire commencer à faire de la course. J'ai fait mes études et j'ai toujours entendu un leitmotiv qui venait: fais tes études, passe tes examens et après on verra. Et après on verra quoi? C'est-à-dire après, dans l'esprit de mes parents, c'était après tu auras des diplômes, tu travailleras et puis la course, ce sera pour un autre jour. Oui, juste avant, il y avait peut-être eu quelques années de trial, hein. Vous avez commencé par ça? J'ai commencé par ça, mais en fait j'ai commencé par ça le jour où j'ai pu m'acheter ma première moto tout seul, c'est-à-dire le jour où j'ai commencé à gagner mon premier salaire, et dès que j'ai eu mon premier salaire, j'ai foncé chez mon concessionnaire et j'ai acheté ma première moto de trial à crédit. La carrière d'Hubert Auriol en images, on va les découvrir et ça va commencer par une interview d'un de vos adversaires. Vous en parliez tout à l'heure, c'est Cyril Neveu. C'était en 1979. On était avec Fenouil, mon grand camarade. Je suis très déçu d'ailleurs qu'il ait cassé. Et puis Hubert Auriol qui va pouvoir terminer. Il a pu réparer Oui, on lui a trouvé un moteur, on a été le chercher sur la piste cette nuit, on a bricolé toute la nuit et il va pouvoir terminer. Je suis vraiment content pour lui. Méconnaissable, hein, Cyril Neveu. 1980-81, le départ au Trocadéro, vous étiez sur une BM 800. Et la victoire pour vous dans le Dakar en 1981, Hubert? Première victoire, et après très belle victoire, parce qu'en fait j'avais été mis hors course en 80 et ça m'était resté vraiment en travers de la gorge, puisque j'avais fait une bêtise. Je veux dire, je méritais pas ce qui m'était arrivé. Enfin, c'est comme ça, il faut pas revenir dessus. Donc d'avoir regagné en 81, c'était pour moi, l'affront était lavé. Deuxième victoire en 80. Un privé, c'est fini, il a plus sa chance pour le scratch, c'est certain, je veux dire, avec les moyens qu'il y a maintenant. Mais le titre de premier privé dans une course comme ça, déjà, tous ceux qui sont là, moi, franchement, j'ai une super admiration pour eux, parce que fallait le faire. Hein. La femme est décédée, l'enfant est décédé. 85, vous étiez sur Cagival-Ligier. Oui, c'était le début de notre aventure, mais il y a eu avant la fin de l'époque BM qui a été assez mouvementée. La victoire en 83, le doublé avec victoire de Raillet en 84. Et suite à ça, j'ai décidé de changer de marque et de démarrer avec Ligier Cagiva. C'était vraiment les débuts de la marque italienne, la deuxième marque européenne qui s'est attaquée au Dakar. Une année difficile pour vous, pénible même? Pénible peut-être pas, mais... On n'a rien bouffé depuis hier matin, alors faut pas exagérer non plus, je veux dire, nous on veut bien rouler, on veut bien faire des bornes, mais il faut bouffer quand même, faut qu'on puisse boire, faut qu'on puisse manger, on arrive à l'arrivée de la spéciale, il n'y a rien nulle part, faut pas exagérer. Faut pas exagérer, disait Hubert Auriol en 1985. L'année difficile dont je parlais il y a quelques instants, c'était 87, avec cet accident terrible. Les chevilles brisées alors que vous alliez, Hubert, vous alliez gagner. Pour moi, ça restera vraiment c'est triste, mais bon, c'est la course, mais ça aurait été vraiment une belle victoire parce que j'avais battu, entre guillemets, Honda et Neveu à la régulière. On avait pris le dessus, c'était une belle course, il n'y avait pas eu d'incident de mécanique. Et bon, bah, c'est comme ça, mais voilà, maintenant, c'est une autre époque. Oui. C'est une autre époque, 88 avec le buggy Kouros, un moteur Volkswagen, et 89 le buggy Lotto Elf et un moteur Renault. Et quel classement dans le Dakar? Bah, loin, c'est ma plus mauvaise place au Dakar. Je parle pas des abandons, je finis 43e à 32 heures et quelques du premier. Mais revenant de la 167e place, finalement, ça fait une belle remontée. Mais tout seul dans un buggy, c'est peut-être trop difficile, non? Non, c'est pas trop difficile, mais en fait, l'expérience me prouve qu'on est quand même mieux à deux dans une voiture. D'abord parce que s'il y a une spéciale à gagner, si on met que 5 minutes pour changer une roue, 10 minutes, bon, bah, c'est toujours 5 minutes de prix. Ça veut dire à deux sur un buggy? À deux sur un buggy, mais pas forcément sur un buggy exclusivement, mais je pense qu'il faut être deux en voiture. D'abord parce que la navigation et les notes du roadbook sont très importantes en voiture, plus qu'en moto. Et on ne peut pas faire les deux. Je veux dire, on ne peut pas attaquer en permanence en ayant l'œil sur le roadbook, bien qu'on ait beaucoup plus de temps pour lire le roadbook en voiture qu'en moto. En moto, on a peur de tomber, on a peur de se faire mal.
Donc on est très tendu, on lit les notes succinctement. En voiture, c'est différent. Si on peut rester à fond, même si le terrain n'est pas très bon, on reste à fond. Dans cette carrière, donc finalement, il n'y a pas de regrets, pas d'erreurs. Oh, des regrets, si, des regrets, il y en a, des erreurs, il y en a, mais bon, je veux dire, il faut, je le disais tout à l'heure, il faut vivre avec l'avenir. Il faut que les erreurs servent d'expérience. Il faut qu'elles servent, faut que ce soit positif. Il faut que chaque fois que j'ai fait une erreur, je pense que ça m'a surtout plus servi qu'autre chose. Et je suis bien, à la limite, je suis content d'en avoir fait parce que je pense que ça m'a plus aidé qu'autre chose. L'échec, le semi-échec en 85 avec l'IG quand j'ai cassé un moteur, ça m'a aidé à réorganiser l'assistance l'année d'après. La mise hors course en 80 pour une bêtise, ça m'a mis beaucoup de plomb dans la cervelle. Et je crois qu'il faut savoir tirer la leçon de ces échecs. Vous n'avez jamais eu peur dans le désert, tout seul? Non, j'ai pas. Peur, le mot est pas juste parce qu'on a tous peur. Je veux dire, on a peur quand on fait de la compétition, on a peur, mais la différence c'est qu'on pense pas à la peur pendant la course. Je veux dire, sinon on partirait pas. Par contre, je peux dire que maintenant je ne repartirai plus en moto sur des pistes, enfin disons en moto pour faire une course, parce que c'est vrai que j'ai peur de me faire mal. Je le dis sans aucune fausse pudeur. Le désert, c'est finalement un besoin pour y retourner depuis tant d'années. Vous n'avez pas envie d'y aller seul, sans concurrent, sans adversaire, sans la course J'ai très envie d'y aller et je pense que ça va se concrétiser rapidement parce que ça fait longtemps que je veux y aller, ça fait longtemps que je veux y aller calmement justement avec quelques copains et tranquillement justement parce qu'il y a des endroits... J'ai envie de profiter un peu du désert, chose que j'ai jamais eu l'occasion de faire parce que même si on en profite un peu pendant les bivouacs, on est toujours un peu speed, on est là, on a la tête dans la course. On n'a pas vraiment le temps de profiter pleinement du calme, de la beauté des paysages je crois qu'on ne peut pas comparer, vous savez, longtemps on a comparé les gens qui faisaient le Dakar, la transat des temps modernes, mais ça n'a rien à voir. En fait, la mer et le désert, c'est pas pareil. Quand même. Vous savez qui est le père des rallyes? Le père des rallyes? L'inventeur des rallyes. Des rallyes africains. C'est Jean-Claude Bertrand. Bravo, Jean-Claude Bertrand. En 1968, il invente l'aventure africaine en voiture avec le Bandama en Côte d'Ivoire. En 1974, c'est Abidjan-Nice, les prémices du Dakar. C'est avec lui que Thierry Sabine découvre le Ténéré. Eh bien, Hubert, voici Jean-Claude Bertrand, un formidable personnage qu'a retrouvé Caroline Sins. 3, 2, 1, go! Né un vendredi 13, chance ou malheur, un parcours en tout cas hors des sentiers battus. 53 ans, nationalité française et ivoirienne, africain par hasard, devenu l'aventurier de l'Afrique. En 68, alors que certains cherchaient la plage sous les pavés, lui la découvre dans les déserts. Depuis, sa révolution est permanente. Has-been des années 68 ou bien dernier pirate africain, à vous de juger. Je pense que je ne suis plus l'homme des années 80 parce que je tiens à conserver une certaine idée du sport automobile et de l'aventure et de la défense sportive. Et ça cadre plus très bien avec ce qui se passe actuellement. Mon but, c'est pas de monter des Barnum Circus, c'est pas qu'on me voit à la télé tous les jours. Moi, mon but, c'est d'organiser des épreuves qui font plaisir à ceux qui viennent y participer et surtout qui me font plaisir à moi. Moi, je suis un très grand égoïste. C'était il y a 30 ans. Le rallye du Bandama, c'était un groupe de forestiers et de planteurs de bananes. Et on se réunissait et on partait en se disant ce soir, on bouffe chez Tartampion, qui était sur un chantier forestier à 800 km. Et puis demain soir, on va bouffer chez Tartampion, qui avait une plantation de bananes à 500 km de l'autre côté. Et on se faisait des rallyes comme ça. C'était le premier arrivé qui payait les gueuletons, etc., etc. L'aventure, c'est de pas très bien savoir où on met les pieds. Or, maintenant, tout est cogité, calculé, organisé. Maintenant, on fait la queue dans le désert pour bouffer. Il y a des épreuves, et notamment le Paris-Dakar, qui, à mon avis, ont dépassé les bornes.
C'est-à-dire que c'est une aventure qui est trop organisée, trop énorme. Et j'estime que pour respecter le côté vraiment purement sportif d'une épreuve, on ne peut pas, en Afrique, réaliser des épreuves très sportives et rigoureuses sur le plan du sport avec plus de 200 concurrents. C'est à mon avis impossible, infaisable. Vous avez contribué, vous, à construire le Mythe Sabine parce qu'il avait participé à un de vos rallyes. Ben oui, il a participé à un de mes rallyes, et puis il s'est perdu, et puis je l'ai retrouvé, et puis je l'ai ramené, et puis après il est venu travailler chez moi, et puis après il est parti organiser son Dakar. Bon, voilà, terminé l'histoire Sabine. Et puis il en est mort. Hein. Vous n'êtes pas vraiment le playboy des dunes, vous? Ah non, pas du tout. Je suis pas playboy, j'ai aucune prétention de playboy. Moi, je suis un mec, je suis heureux dans le désert. Quand je suis tout seul, je suis le mec le plus heureux dans le désert. Or, il se trouve que ce qui me plaît à moi ne plaît qu'à 10% de la population sportive, peut-être. Mais c'est mon problème. Si j'avais voulu faire des rallyes et gagner du fric, je sais ce qu'il faut faire pour le faire. Hein. Je suis pas plus imbécile qu'un autre. Vous avez des regrets? Mon seul regret, si vous voulez, si je vais vous dire mon regret, c'est d'être né 100 ans trop tard. Parce que le siècle d'avant, ça devait être vachement sympa. Alors que maintenant, à part aller dans la Lune, c'est difficile. Hein. Même les papous, ils ont des transistors. Hein. Ça devient très dur. Et c'est ça un peu que je regrette. Je suis né 100 ans trop tard. Vous serez toujours un homme du passé, alors? Peut-être. Pourquoi? Peut-être mieux un homme du passé sincère qu'un homme de l'avenir bidon.